Non, franchement, les Gones, match de fou furieux avec un Noël de plein de rebondissements incroyables. Et vive le foot, vive les émotions. Allez, l'OL, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique le foot. C'est incroyable. Le foot, c'est vraiment un sport de malade mental. On a encore vécu un match de fou. À l'heure où je vous parle, les Gones, on est mardi, quelques heures après le match. J'ai pris le volant, j'ai pris la route, je suis revenu. Les émotions se sont un tout petit peu apaisées, calmées. Mais alors, le match, la soirée de fou que j'ai vécu, vraiment, le foot est un sport de taré, je vous le dis toutes les semaines. Les émotions que l'on vit, les montagnes russes, c'est vraiment hallucinant. C'est une saison qui, je pense, les Gones, vous me le direz en commentaire, restera dans les annales, dans l'anthologie de l'Olympique Lyonnais. Alors, pas que pour des bonnes raisons. On a connu des moments très compliqués, vraiment très compliqués. On a tous souffert. Je pense que même pour certains, dont moi, on a imaginé le pire. On s'est vu en Ligue 2, on s'est vu descendre dans les catacombes du football français. On nous prédisait le pire. On nous prédisait l'enfer du Nord et on a vécu un match, une soirée mémorable. Donc franchement, les Gones, les émotions sont là, les sentiments sont là aussi pour l'OL. Bref, on a vibré une nouvelle fois pour l'OL de Pierre Sage. Vraiment une équipe à part. Et ce que l'on vit, Alors je ne dirais pas que l'on est privilégié, parce que vraiment on a beaucoup souffert, mais vivre autant d'émotions depuis autant de semaines, c'est rude, c'est éprouvant. Mais bordel, c'est vraiment kiffant, quoi. C'est kiffant, c'est kiffant. Dans mon fort intérieur, c'est la marque des grands clubs. Ne jamais baisser les bras et tout le temps voir l'avenir de manière positive. Bravo à Pierre Sage, bravo aux joueurs et place au débrief dans les grandes lignes de mon ressenti. Pour moi, au coup d'envoi, le 4-3-3 de Pierre Sage, c'est le 4-3-3 un peu façon équilibre. Voilà, toujours à la recherche de l'équilibre pour enfin ne plus encaisser et enfin avoir un peu de maîtrise sur les débuts de match. Malheureusement, on a revu un Noël qui prend le match pas par le bon bout. Et là, pour le coup, c'est aussi et surtout dû à l'équipe qu'on a jouée, parce que pour moi, je le dis, mais depuis les tribunes du Stade Pierre-Mauroy, j'ai vu un LOSC durant une demi-heure tout en maîtrise. Et c'est fou, c'est fort de voir comme ça une équipe qui, du coup d'envoi jusqu'à la demi-heure de jeu, tisse une toile d'araignée. Du stade, tu vois à 10 km ce que fait le LOSC. Le 4-2-3-1 qui se déforme, qui devient un 3-4-3, ça, les Gones, faudra en faire un point dans le débrief, mais c'est super intéressant. Sur le plan tactique, des deux côtés, hein, à la fois Fonseca et Pierre Sage, et sur le plan tactique, vraiment, on pourrait croire que c'est un match uniquement de hurrah football et de folie, mais il y a eu plus que ça pour moi. Il y a eu vraiment une emprise tactique des deux coachs qui ont, alors, pour parfois fait des choix perdants. C'était le cas de Pierre Sage durant quasiment, je dirais, une heure de jeu, et de Fonseca durant la demi-heure finale du match. Et il y a aussi eu beaucoup de choix gagnants. Et pour moi, j'insiste, durant une demi-heure du coup d'envoi à la demi-heure du match, on a vu un LOSC tout en maîtrise. Et c'était beau à voir. C'était un 3-4-3 qu'on a mis beaucoup de temps à gérer, en fait. On n'a jamais su, durant une mi-temps, vraiment prendre ce LOSC en 3-4-3 déformé, 4-2-3-1. Et moi, c'est un point qui m'a vraiment déplu. Je dirais que durant, 40 minutes, j'ai vu un homme qui subissait, qui était à contre-temps et dans la réaction. Et ça, c'est à la fois imputable aux joueurs qui ont manqué durant beaucoup de temps, je trouve, de dynamisme, de verticalité, aussi de créativité, on en parlera, mais pour moi, le 4-3-3 avec Tolisso, Matic et Cacré, c'est pas viable. Parce qu'il te manque un profil plus porté vers l'avant et qui apporte dans le dernier tiers une solution en plus. Tu ne l'as pas. Le manque d'emprise technique, le manque de verticalité, le manque de rapidité, et c'est extrêmement lent. Le match de Tolisso et Matic, les deux ont joué à deux à l'heure. C'est trop lent. Et quand en face, tu as ce 4-2-3-1, 3-4-3 de Lille qui se déforme, où il y a plein de mouvements, plein de combinaisons dans les petits espaces. Quand tu cumules Haraldsson, Angel Gomez dans les petits espaces, plus Zegrova après, c'est compliqué à gérer. Alors, à la télé, quand on voit le LOSC jouer, c'est frappant. On voit qu'il y a de la qualité et que dans les petits espaces, c'est très fort. Mais quand tu le vois au stade, quand tu vois les permutations, les changements, les déplacements des uns par rapport aux autres, c'est vraiment impressionnant. J'insiste, le LOSC de CK durant une demi-heure, pour moi, c'est maîtrise totale.
Et après, bon, bah, voilà, on arrive à la mi-temps, il y a 2-0. Et je vous cache pas, Ligon, que moi, à 2-0, je me revois sur mon siège entouré de Lillois qui m'avaient tous repéré, hein, parce que c'est pas dur quand on voit un grand gaillard d'1m92 qui saute sur la moindre action de Lacazette ou de Benrahma. C'est pas dur à repérer un Lyonnais parmi les Lillois. Donc ils m'ont repéré, ils m'ont charrié, mais c'était vraiment en bonne ambiance. Et je salue tous ces supporters de Lille qui vraiment, durant tout le match, ont été sympas avec nous, super cool. Et je leur fais un petit big up s'ils nous voient au passage. Donc voilà, à la mi-temps 2-0, je me dis, bon, l'OL est loin du compte, même très loin du compte. Et au final, il y a une forme de logique quoi, entre un LOSC qui prétend jouer la LDC et un Olympique Lyonnais qui prétend au mieux finir en Conference League. Ah, il y a une forme de logique et sur le terrain, j'insiste, tu vois la logique. Elle s'impose aux yeux visuellement, tactiquement, physiquement. Moi, durant une mi-temps, j'ai vu un LOSC qui jouait à une vitesse nettement supérieure à celle de l'OL. C'est comme si en fait on avait deux équipes, une équipe très lente, très prévisible, et en face une équipe huilée, rodée, qui joue vite, simple, efficace. Bref, un monde d'écart entre les deux durant pour moi une mi-temps. Même si l'OL par un coup a su piquer, mais pas assez, quoi, c'est pas suffisant. Et pour moi, ce constat-là, d'un OL trop lent, trop prévisible, trop scolaire, il est imputable au profil des joueurs que l'on a, qui sont parfois assez lents, Tolisso, Matic, mais aussi au fait que l'on ait joué parfois en bloc, même trop souvent en bloc bas, attentiste, avec pourtant des profils de joueurs qui n'aiment pas ça. Typiquement, Matic n'a jamais été un joueur hyper à l'aise en bloc très bas, où il faut subir la pression, subir les mouvements de Haraldsson, Angel Gomez, Zegrova. C'est trop pour lui. On parle d'un joueur de 36 ans, 1m95, qui a toujours été lent. Quand il est entouré de petits gabarits qui sont virevoltants et qui techniquement sont hyper à l'aise, c'est complexe pour Matic et ça l'est aussi pour Tolisso. Donc en fait, durant une mi-temps, l'OL n'a pas d'emprise. L'OL n'arrive pas à exister parce qu'il y a en face une équipe qui joue sur ses qualités et sur nos points faibles. On est très naïf, on n'est pas assez agressif et reprenez les buts lillois du 1 et du 2-0, on est en plein dedans. Alors le coup de pied arrêté de Yazici pour Diakité, bon là c'est bien joué, c'est une belle patte gauche, hein, le Turc on le connaît bien maintenant en Ligue 1, ballon déposé, belle tête, même si Anthony Lopez sur le but. Alors moi en direct, je me suis dit, il me paraît un peu court. Je prends mon téléphone, je vois le ralenti, et là je me dis, ok, il est vraiment court. Et ça n'est pas normal, c'est la micro-parenthèse Anthony Lopez, ça n'est pas normal que sur le but de Diakité, il soit comme ça sur sa ligne lobée. Non, c'est pas normal. Et c'est là en fait où on voit un peu toutes les limites, non pas techniques, parce que c'est un bon gardien, Lopez, mais les limites physiques du joueur. Je maintiens, on est en désaccord avec Flo sur la chaîne par rapport à ça, mais moi je pense qu'aujourd'hui le foot exige des gardiens qui font minimum 1,90. Minimum. Parce qu'en face, tu as des joueurs qui sont très grands, qui sautent très très haut, qui sont endurants, qui sont puissants, et ce but-là, malheureusement, pour lui, je pense qu'il le doit aussi à sa entre guillemets petite taille. Parce que 1,83, c'est petit pour un gardien d'aujourd'hui. Les quelques contre-exemples sont rares. D'ailleurs, je pense que j'en ferai une vidéo à Legon ici peu sur les gardiens de but, c'est un thème qui me plaît beaucoup. Mais les gardiens qui font moins d'1,85, comptez-les. Et à la mi-temps, quand on fait un peu le bilan de tout ça, on est à 2-0. Et comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est logique, il n'y a rien à dire. Lille est au-dessus de nous, à tous les niveaux, physique, technique, tactique, c'est plus rapide, c'est plus huilé, voilà, c'est plus rodé en fait. Il y a un écart. Et je me revois à la buvette avec mon pote Marty, que je salue. On était tous les deux en vadrouille au stade Pierre-Mauroy hier. Et je dis à Marty, écoute, le 2-0 pour moi, il n'est pas définitif. Parce que dans le foot, le but qui compte le plus, c'est le troisième but marqué. Peu importe le camp, hein, que ça fasse 3-0 ou 2-1, le troisième but d'un match, il est essentiel. C'est le but charnière, le but pivot qui fait que le match peut soit sombrer dans une démonstration et une branlée du LOSC contre l'OL, ou alors un énième revirement de situation de l'OL, et c'est ce qui s'est passé. Et je me revois encore hein, à la mi-temps, quand je dis ça à Marty, il me dit « Ouais, ça va être dur », mais honnêtement, au fond de moi, j'ai envie d'y croire. Je voulais croire que l'OL puisse encore une fois réaliser l'impossible, l'exploit, et ça s'est produit. Ça s'est produit, notamment sur ce troisième but fameux dont je parlais à l'instant, le but de Benrahma qui, alors, il faudra s'en parler après dans les différents top et flop du match, mais son but, il est magnifique. Intérieur du pied, pleine lucarne, tout en maîtrise technique, c'est vraiment sublime. Et ce but du 2-1, pour moi, il relance la machine OL. Et durant toute la seconde mi-temps, on a vu un OL beaucoup plus haut,
plus protagoniste, plus agressif et aussi techniquement plus à l'aise, plus, je dirais, plus porté vers l'attaque. Ça fait la différence. Et ça a été accentué très, très, très largement par l'entrée en jeu de Cherki, Fofana et Baldé, les trois qui sont des, on peut le dire, des impact players de grande qualité à l'échelle de la Ligue 1. En Ligue 1, quand tu as le luxe d'avoir sur le banc Fofana, Cherki, Orban, Baldé et Mangala, waouh, waouh. Et même quand tu es Lille, même quand tu es le LOSC de Fonseca, quand tu es le Monaco de Adi Hutter, quand tu vois en face Fofana, Cherki rentrer et Baldé, ça fait mal et t'es pas serein parce que durant 1 heure de jeu, tu te coltines Benrahma et Nuama et durant la demi-heure qui suit, tu vas te prendre en plus Cherki, Fofana et Baldé. Enfin, vous imaginez, c'est compliqué, quoi. Et en seconde mi-temps, on voit très vite ce fameux rapport de force dont je parle à l'instant entre nos joueurs de côté, Fofana et Baldé, plus dans l'axe Cherki qui apporte un surnombre et une touche créative qui nous manquait grandement en début de match. Et face à eux, les latéraux lillois qui commençaient vraiment à tirer la langue. Et là, je ne sais pas si on l'a vu à la télé, les gars, vous me le direz en commentaire, mais moi, je l'ai vu du stade. Il y a un creux physique côté lillois qui est énorme, je dirais, aux environs de la 55e, à peu près. Physiquement, on l'a vu du stade. Moi, je voyais les gars, les Lillois à mes côtés qui supportaient le LOSC. Franchement, ils commençaient à me dire, mais on est en train de subir, on recule, physiquement, on est moins bien. Quand Lille passe à 5 défenseurs, ils reculent, ils subissent. Et là, après, bah, c'est football champagne, quoi. Quand tu as du 1 contre 1, Fofana versus Anderson, quand tu as à gauche Baldé qui percute et qui fait mal. On prend le 3-2 qui pour moi n'est pas du tout justifié et qui est très sévère parce que on est en totale gestion, maîtrise du match, on est plus haut, on est plus fort que Lille, je pense sincèrement. Et d'ailleurs, en second mi-temps, on a, je crois, 2,5 expected goals. C'est énorme. On est vraiment largement dominateur. Et puis, voilà, le match s'emballe. Ça ne pouvait pas en rester là, c'était impossible. Et vu du stade, je vous prie de me croire, les gars, il y avait une tension dans l'air qui vraiment était palpable. Et à 3-2, j'ai dit à mon petit voisin, un petit Lillois de 10-12 ans peut-être, et je lui dis, écoute mon grand, tu vas voir, le 3-3, il va arriver, c'est sûr. Je sens qu'on est en train de revenir. Et même si on perd 3-2, j'y crois encore. Pas manqué, 3 partout. Et là, je le revois, il me dit, ah, on peut s'arrêter là? Je dis non, regarde l'action, ça c'est le 4-3. Et les gones, je vous jure que c'est vrai. Au moment où je dis ça au petit Lillois, dans la foulée, débordement de Mata, tête de Baldé et but pour le 4-3. Je vous prie de me croire, les gars, c'est vrai ce que je vous dis, c'est pas du pipeau. Un scénario de dingue et un match de fou furieux, vraiment incroyable. Et j'insiste, mais dans ce match, il y a tellement de trucs à dire positifs. Alors pas que, il y a du mauvais aussi durant quasiment 1 heure, mais durant une grosse demi-heure, j'ai vu des choses hyper intéressantes sur le terrain parce que le stade t'offre un champ de vision plus large que la télévision. Et tu vois plein de trucs, tu vois comment tel joueur se comporte, tu vois quels sont les leaders, tu vois quels sont ceux qui ont du caractère pour mener l'équipe et pour révolter l'équipe. Tu vois tout ça depuis le stade. Et c'est frappant. Et quand je vois comment Pierre Sage, à l'heure de jeu, modifie l'équipe, prend le risque, parce qu'à 3-2, il ne perd pas pied. On continue, on va encore de l'avant, on attaque, on ne plie pas en fait, on ne succombe pas au score et au tempo du match, on continue. Et à 3-2, on y croit encore. C'est ça qui est dingue. Et c'est ça qui est fort dans l'OL de Pierre Sage, c'est que le coach, le staff et les joueurs ont tous intégré l'idée que même si tu perds 2-0, même si tu es à 3-2, même si tu es en grande galère, tout est possible dans un match de foot tant que l'arbitre n'a pas sifflé le coup de sifflet final. Tout est possible. Et avec l'OL, tout est possible. Alors oui, c'est plein de folie. Oui, ça manque d'équilibre, de contrôle. Et évidemment, moi qui suis un fan de foot italien, ça m'embête. J'aime bien quand le foot est plus tenu, et plus contrôlé, plus équilibré. Mais il faut aussi dire un truc, les gars, c'est que ce que l'on vit là, avec autant d'émotions, autant de péripéties, de rebondissements, de déséquilibre et de folie, autant de hurrah football, c'est juste extraordinaire. Mais attention, ne limitons pas non plus les matchs que fait l'OL à juste de la folie. Parce que contre Lille, il y a eu plus que de la folie. Il y a eu de la possession, il y a eu du contrôle. Il me semble que faudra vérifier les gones, mais je crois qu'on finit le match à environ 56% de possession de balle, ce qui est beaucoup à Lille. C'est énorme. Et d'ailleurs, je crois que c'est une des premières fois où Lille, techniquement, dans la possession, est battue. Ça n'est pas anodin, les gars. C'est même assez marquant comme fait de match. Et tactiquement, il y a eu plein de choses. Moi, j'ai vu, je vous le dis, durant 1 heure et demie, je crois que j'ai vu côté lillois, je dirais 3 ou 4 approches tactiques différentes. 4-2-3-1, 3-4-3, 5-3-2.
Et côté OL, pareil. On commence en 4-3-3, puis en seconde mi-temps, Sage fait rentrer Maitland-Niles qui joue et qui remplace Tagliafico, qui joue en théorie latéral gauche, mais en fait, il n'est quasiment jamais latéral gauche. Et l'OL a évolué par séquence en 3-4-3, Tolisso reculé comme défenseur, ou Matic, l'un ou l'autre permuté. Et j'ai vu dans l'OL de Sage contre Lille une forme de panache qui vraiment fait plaisir à voir. C'est imparfait, il y a plein de défauts, il y a plein de lacunes, mais alors, quand on voit des joueurs qui rentrent comme Baldé, qui s'arrachent, qui met 1, 2, 3 sprints à Ismaili, qui le met dans le vent, qui marque, qui fait une passe D, enfin, c'est magnifique. Pour l'ensemble du match, il y a plein de points à relativiser, c'est vrai, mais pour la demi-heure de fin de match, magnifique. Magnifique, bravo. C'est les émotions. Je pense que sur du long terme, c'est compliqué à tenir parce que c'est quand tu joues comme ça avec le feu et le déséquilibre, tôt ou tard, tu peux être puni. Mais par contre, quand ça tombe du bon côté, c'est très, très, très satisfaisant. Il y a un côté jubilatoire, quoi. Donc, bravo aux joueurs, bravo aux entrants, bravo au coach qui a changé le cours du match à l'heure de jeu. Vraiment, bravo. Et c'était une super ambiance, un beau stade, deux belles équipes, deux bons coachs, de bons joueurs. Et bravo, je tiens à le dire aussi à ceux qui nous écoutent, là, parmi les bad gones qui ont fait le trajet, également les gones du Nord qui étaient présents. Bref, tous ces Lyonnais qui étaient présents dans le COP, qui ont mis un bordel immense, qui ont animé le match. Vous avez été grandiose. Moi, je vous le dis, les gones, j'étais à 10-15 mètres de vous à droite. Vous avez été vraiment au top. Hein. Franchement, bravo les gones. Et c'est ça aussi les grands clubs, les grandes familles footballistiques. Bravo à vous les gones. Vraiment top. Mon top du match, c'est compliqué. J'ai envie d'en mettre un en évidence parce qu'il ne m'a plu beaucoup depuis plusieurs semaines. Parce que quand il rentre, il est impactant. Il met de la vitesse, de l'énergie, il est combatif, déterminé. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé, et encore plus, je dirais, vu du stade, l'entrée de Baldé. Vraiment, Baldé, c'est un grand paradoxe. Et c'est là aussi où on voit qu'il n'y a pas foncièrement de mauvais joueurs de foot. Il n'y a que des joueurs qui sont soit en manque de confiance ou en confiance, ou adaptés ou pas adapté à un contexte de club. Et lui, durant longtemps, il était en méfiance, en manque de confiance plutôt, et longtemps pas adapté au projet du club. Mais alors, depuis maintenant 2 mois, c'est fou. Quand il entre, il arrache tout. Je vous jure, les gones, c'était un dragster. Et contrairement à ce que certains pourraient dire, c'est loin, très très loin d'être un pied carré. Je tiens à vous le dire, dans les prises de balles, ça ne trompe pas. La passe qu'il met sur le but de Fofana, la passe claquée entre Chevalier et les Axiaux lillois, elle est magnifique, elle est millimétrée, elle est placée. Ça montre que le joueur a du talent. Et ça, c'est forcément l'impact du coach, du staff qui ont fait un job immense avec lui. Et c'est pas le seul. Hein. On peut évoquer aussi Cherki, qui fait des entrées tout le temps remarquées, simples, efficaces, justes. Vraiment, l'impact mental, psychologique du staff et du coach sur les joueurs, 10 sur 10. Moi, vu du stade, il y a des joueurs, je dis bien des joueurs qui m'ont soit déplu, soit énervé. Alors, Matic, pour moi, hors de coup, même s'il met un super ballon qui donne un but pour l'OL, mais son match montre qu'il a malheureusement quelques lacunes en bloc bas et quand il est pressé très très près. C'est compliqué, quoi. Il faut, voilà, quand le tempo du match est très très rapide, on sent qu'on peut le perdre physiquement. C'est sa limite physique. D'ailleurs, comme Tolisso, hein, les deux ont ce gros problème-là, c'est que physiquement, quand il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de courses répétées, c'est un peu compliqué et ça peut craquer. Donc pour moi, Matic, pas bon. Tolisso, moyen aussi, très moyen. Mais surtout, durant 45 minutes, alors son but le sauve, évidemment, mais Benrahma, j'ai été très déçu parce que vraiment, lui et Nuama, les deux, hein, pour le coup, c'est un tir groupé. J'ai trouvé que dans leurs approches du jeu offensif, ils ont été tellement, mais tellement stéréotypés, prévisibles. Benrahma, c'est je prends le ballon durant une mi-temps, percussion à gauche, je rentre dans l'axe, je centre, et souvent centre un peu moisi. Nuama, c'est je prends le ballon à droite, je percute, je rentre dans l'axe, passe en retrait, passe latéral. Ce qui m'a déplu, c'est de voir qu'en face de Nuama, tu avais Ismaili, qui n'est pas le plus vif des latéraux de Ligue 1, loin de là, hein, il est assez lourd, Ismaili, et jamais je l'ai vu en PLS face à Nuama, jamais. Parce qu'il a géré, et parce qu'on n'a jamais été capable de déséquilibrer les latéraux, Vanderson et Ismaili. Donc ça, pour moi, c'est un point négatif, l'apport des côtés, qui a été, je dirais, très très moyen durant une mi-temps. Donc mes flops, c'est un peu dur d'en citer un, je dirais peut-être Benrahma, trop prévisible, trop scolaire, et je dirais même un petit peu emprunté physiquement, un peu trop lourd. Et ça, c'est un point qui pose question. Pour moi, c'est vraiment une de ses limites. Ce qu'on pourrait pallier l'an prochain, peut-être,
avec l'apport d'un latéral gauche plus offensif que Tagliafico. Donc on verra bien, mais pour moi, le flop du match, c'est Benrahma. Alors dites-moi les gars en commentaire votre avis sur le match, votre ressenti. Était-ce pour vous un match comme pour moi de folie? J'imagine que oui. Quels sont vos points de vue sur le match, technique, tactique, vos joueurs, vos coups de cœur, vos flops, vos tops? Dites-moi tout, je lirai en commentaire. D'ici là, les gars, pensez à liker la vidéo si elle vous a plu. Pensez à vous abonner. Ma voix commence un peu à me lâcher, malheureusement. C'est les émotions qui refont surface. Pensez à activer la cloche, à vous abonner. Bref, vous connaissez la musique, je compte sur vous les gars. Faites-moi péter un max de likes pour une vidéo collector après un match d'anthologie de l'OL. Victoire 4-3. Les émotions. Vive le foot. À bientôt les gars et surtout, allez l'OL. Ciao, ciao.